Bonjour à tous et bienvenue à notre nouveau webinaire sur l'occupation de personnel en Espagne. Nous allons donc voir ensemble aujourd'hui les différences essentielles que l'on peut rencontrer avec la Belgique. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot sur le fonctionnement du webinaire. Donc, pendant le webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions via la console, donc qui se trouve en principe en haut à droite de votre écran. Nous vous enverrons une réponse par après, par email. Nous allons également enregistrer la présentation de ce webinaire que nous vous enverrons donc après, à l'issue de celui-ci, dans votre mailbox. Ensuite, au moment où vous quitterez le webinaire, il vous sera proposé de compléter un formulaire d'évaluation. On vous remercie déjà de bien vouloir compléter celui-ci. Cela nous permet d'améliorer nos formations et donc de nous améliorer à chaque fois. Alors, qu'allons-nous voir ensemble aujourd'hui? Quel est le programme de cette demi-heure qui nous est octroyé? Nous allons voir tout d'abord comment démarrer vos activités en tant qu'employeur en Espagne. Ensuite, nous verrons ensemble comment engager votre premier travailleur. Nous verrons ensuite ensemble les questions de sécurité sociale en Espagne. Nous aborderons la fiscalité. Nous verrons ensemble quelques absences essentielles. Nous verrons également un petit peu ensemble le package salarial que vous pouvez proposer à quelqu'un que vous engagez en Espagne. Nous verrons également aussi, car à tout début d'une relation, il peut y avoir une fin, comment mettre fin au contrat. Et nous terminerons ensuite par ce que Securex peut faire pour vous aider. Alors, démarrez votre activité en Espagne en tant qu'employeur. Il faut savoir que vous serez obligé d'avoir une présence physique en Espagne via soit un local, un appartement ou un emplacement dans un bureau partagé, hein, la manière peu importe. Alors, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous mettez en place un bureau de représentation. C'est un peu la méthode et l'étape qui est conseillée quand vous allez d'abord sonder le marché, voir un petit peu si vous avez des chances que votre entreprise en Espagne soit un succès. C'est la meilleure des possibilités. Si maintenant vous savez que vous allez développer le marché, que vous allez vraiment être situé à plusieurs endroits, que vous allez engager plusieurs personnes, dans ce cas-là, vous pouvez peut-être choisir directement de créer une entreprise. Bon, préparez ça à l'avance, évidemment, hein, ça prend du temps, donc analysez les possibilités qui s'offrent à vous, préparez-vous et puis demandez les conseils de quelqu'un sur place pour éviter de penser que demain, vous allez pouvoir engager quelqu'un et démarrer votre activité. Alors, le bureau de représentation, qu'est-ce que c'est le bureau de représentation? Ça peut se définir comme une forme d'implantation directe en Espagne, mais c'est vraiment être quelque chose de temporaire quand vous allez décider de sonder le marché. Pourquoi? Parce que un bureau de représentation, ça n'a pas de personnalité juridique et ça peut se démarrer pour des activités qui ne sont pas commerciales. Donc, c'est vraiment dans un premier temps ce que vous allez mettre en place quand vous démarchez, vous prospectez le marché. Alors, comme ça n'a pas de personnalité juridique, ben, il n'y a pas de capital de départ, donc c'est plus facile. Vous ne devez pas rédiger des statuts, vous ne devez pas fournir des comptes individuels. Ce qu'il faut faire, c'est quand même vous enregistrer auprès des autorités fiscales en Espagne, avoir une adresse en Espagne, mais vous ne serez pas soumis à l'impôt des sociétés. Là aussi, faites-vous conseiller parce que si vous choisissez la mauvaise forme et si finalement, en fait, vous faites des activités commerciales, eh bien, le bureau de représentation, ce ne sera pas ce qu'il vous convient pour votre entreprise et vous auriez dû mettre en place une entreprise, vous êtes soumis à l'impôt des sociétés et donc, a priori, à un moment donné, ça pourrait coincer. Si maintenant, vous pensez que le bureau de représentation n'est pas ce qu'il vous convient, eh bien, vous pouvez aussi également décider de créer une société en Espagne. Il y a 7 étapes à suivre. Après, par rapport à la personnalité juridique de votre entreprise, faites-vous conseiller également sur place pour savoir si c'est mieux de faire une SA, une SPRL ou autre. Là, les étapes à suivre seront les suivantes. Obtenir un numéro d'identification des étrangers, NIE.
Choisir un nom à votre entreprise, la soumettre au registre du commerce, pardon. Domicilier votre entreprise en Espagne, rédiger des statuts, passer devant un notaire, créer un compte bancaire et également, finalement, obtenir un numéro de TVA intracommunautaire. Donc, beaucoup plus de contraintes, mais ça correspondra peut-être plus à votre situation si vraiment vous savez dès le départ que vous allez démarrer votre activité et tout de suite faire des activités commerciales. Maintenant que vous avez démarré votre activité en Espagne, vous êtes prêt, vous êtes situé sur le marché espagnol, on vous connaît, vous êtes prêt pour engager votre premier travailleur. Bon, le premier travailleur, vous pourriez très bien envoyer un Belge travailler en Espagne, ça c'est possible. Maintenant, il faudra évidemment que la personne que vous envoyez maîtrise bien l'espagnol. En Espagne, il n'est pas de pratique courante de bien maîtriser les langues étrangères. Et si vous souhaitez vraiment développer votre marché, ben vous êtes plus confortable d'engager directement quelqu'un en Espagne qui réside en Espagne et qui connaît le marché. Alors, une petite comparaison Belgique-Espagne. Donc, en Espagne, il faut savoir qu'il n'y a pas de déclaration d'IMONA à faire, enfin, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas de visite médicale non plus à effectuer pour personne. En fait, ce n'est pas obligatoire. Bon, là, vous ferez, si vous engagez un Espagnol qui travaille en Espagne, un contrat de travail de droit espagnol. Là aussi, ne vous lancez pas tout seul, faites-vous aider. Et il faut savoir qu'en Espagne, il n'y a pas comme en Belgique cette distinction employé-ouvrier. On est salarié ou indépendant. Alors, quel type de contrat allez-vous rencontrer? Bon, ben, les contrats les plus courants, c'est comme en Belgique, on a le contrat à durée indéterminée, on a le contrat à durée déterminée. Ce contrat peut être temps plein ou temps partiel, là, il n'y a pas de différence. Il y a d'autres types de contrats, mais que nous n'allons pas aborder aujourd'hui, comme le contrat d'apprentissage pour des jeunes de moins de 30 ans. Ça fait un peu penser à la Belgique, certains contrats de formation qui sont des contrats bien spécifiques pour des durées déterminées. Si vous êtes confronté à une solution spécifique en Espagne, n'hésitez pas à demander des conseils en la matière. Alors, au niveau de ce contrat de travail, quelles sont les mentions qu'il doit inclure? L'identification des parties, tout d'abord, ça semble logique, hein, qui est l'employeur, qui est le salarié, la date de commencement de la mission, la durée, si c'est un contrat de travail à durée déterminée, quelle est la date de fin, l'adresse de la société, la catégorie professionnelle de l'employé ou la description de ses fonctions qui permettent de le rattacher à la bonne catégorie professionnelle. On verra par la suite que ça a de l'importance, notamment au niveau de la sécurité sociale. Vous allez devoir indiquer son salaire, le salaire du travailleur, de même que toutes les rémunérations supplémentaires qui sont prévues. Rémunération supplémentaire, on parle des avantages en vertu du contrat, mais aussi des heures supplémentaires. Ça, c'est une particularité. On y reviendra par la suite. Vous devez préciser l'horaire de travail, la date de début, l'heure de début, pardon, l'heure de fin, le moment de la pause. C'est ça un horaire de travail. C'est la même chose en Belgique. Les vacances, les dates de vacances, la période de préavis. Et la convention collective applicable. Donc, la convention collective applicable, ça fait penser à nos commissions paritaires. Donc, en fonction de votre activité, vous allez tomber dans un secteur et vous allez avoir donc des conventions collectives spécifiques qui vont vous être applicables et qu'il faudra consulter pour savoir si vous respectez ou pas vos obligations en tant qu'employeur. Donc, ça, c'est pour les contrats de manière générale, qu'ils soient à durée indéterminée ou à durée indéterminée. Si nous reprenons notre contrat à durée indéterminée, comme en Belgique, forcément c'est un contrat qui est conclu pour une durée indéterminée, donc on sait quand il commence, on ne sait pas quand il termine. Et comme en Belgique, il peut être écrit ou verbal. Maintenant, verbal, c'est vraiment pas à conseiller dans la mesure où là, en cas de contestation, on ne sait pas quel était le salaire fixé. Quand a commencé la mission, il faut savoir qu'en Espagne, si le contrat est verbal, chaque partie peut à tout moment exiger que le contrat soit
formalisé par écrit. Et donc, je reviens sur le slide précédent, contenir toutes les mentions que vous trouvez ici. Évidemment, ce n'est pas conseillé, donc démarrer directement avec un contrat écrit. Le contrat à durée déterminée, là, évidemment, à l'inverse du contrat à durée indéterminée, celui-ci doit immédiatement être rédigé par écrit et il faut, c'est important en Espagne, préciser également la raison, détailler là où les raisons qui conduisent à la réduction du contrat à durée déterminée. Donc, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de prévoir la date de début et la date de fin, il faut également que vous précisiez quelles sont les raisons qui vous ont conduit à rédiger le contrat à durée déterminée, c'est-à-dire une mission temporaire, préciser un petit peu pourquoi celle-ci est temporaire, un remplacement, donc là forcément la personne est malade ou la personne est en vacances, ou la conclusion d'un contrat pour un accroissement temporaire de travail. Dans ce cas-là, il faut savoir que la durée maximum est de 1 an. Bien évidemment, si vous ne mettez pas la raison qui vous conduit à rédiger ce contrat à durée déterminée ou si vous n'êtes pas suffisamment précis, vous pourriez avoir une contestation du travailleur qui irait devant les tribunaux et demanderait la requalification de votre contrat, du contrat à durée déterminée, en un contrat à durée indéterminée. Nous sommes toujours dans l'engagement du travailleur. Il faut savoir qu'en Espagne, il y a toujours une période d'essai, ce qui n'est plus le cas actuellement en Belgique. La durée est fixée au niveau des conventions collectives de travail. Il faut savoir qu'il y a par contre un maximum qui est prévu par la loi générale. Et là, on va faire une distinction entre les jeunes qui viennent de terminer leurs études et les autres et les CDD. Pour les jeunes qui viennent de terminer leurs études, on peut aller jusqu'à 6 mois de période d'essai. Pour les autres, généralement, c'est 2 mois maximum. Donc, vous voyez que ce n'est pas bien long. Si vous faites un contrat à durée déterminée, la période d'essai va être de 1 mois pour les contrats qui vont jusqu'à 6 mois. Au niveau de la durée du travail, donc pour rappel, la notion de durée du travail est exactement la même en Espagne qu'en Belgique. C'est le temps durant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur. Vous voyez de grosses similitudes entre la Belgique et l'Espagne. La différence, c'est que la durée légale nationale au niveau de l'Espagne est de 40 heures semaine contre 38 en Belgique. On a la même durée journalière. On a le même temps de pause qui est prévu au niveau journalier, donc c'est-à-dire 15 minutes après 6 heures de travail. C'est le minimum, bien entendu. Ça peut être plus élevé. Il faut également, comme en Belgique, avoir un temps de pause de 11 heures entre deux prestations. Le repos hebdomadaire est également de 35 heures. En fait, c'est le repos dominical. Si vous ajoutez les 11 heures de la nuit et les 24 heures d'une journée, vous arrivez à 35 heures. Au niveau du temps partiel, grosse différence entre la Belgique et l'Espagne. Vous pouvez engager du personnel. Il n'y a pas de temps minimum, alors qu'en Belgique, on est au tiers d'un temps plein. Alors, grosse autre particularité dont je vous ai fait référence quand je vous ai parlé des heures supplémentaires et des mentions obligatoires du contrat. Les heures supplémentaires en Espagne doivent être stipulées dans le contrat. Il faut également préciser si elles vont être payées ou compensées par des jours de congé. Et donc, l'autre point important, c'est qu'on est à maximum 80 heures supplémentaires. Voilà la particularité par rapport à la Belgique où au niveau belge, on ne précise absolument pas les heures supplémentaires au niveau du contrat. Voilà, maintenant que nous avons vu ensemble comment vous démarrez votre activité en Espagne, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'engagement, au niveau du contrat, de la durée du travail et de la période d'essai, abordons ensemble la sécurité sociale en Espagne. Alors, en Espagne, donc évidemment, on ne va pas parler d'ONSS, mais d'INSS, c'est l'Instituto Nacional de la Seguridad Social. Il faut savoir que le régime espagnol de sécurité
sécurité sociale est articulé autour de 7 piliers. 7 piliers que vous pouvez donc lire ici. On va de l'assurance maladie maternité aux charges de famille en passant par tout ce qui est chômage, invalidité, vieillesse, décès et bien sûr l'accident du travail et les maladies professionnelles. Vous avez aussi 5 organismes qui vont en fait charger de récolter la sécurité sociale et de la redistribuer. Ces 5 organismes sont les suivants. Vous avez le TGSS, le CP, l'IMERSO, l'INGESA et les mutuelles collaboratrices de la sécurité sociale. C'est vraiment surtout le TGSS qui assure l'administration financière du système et qui gère le recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Alors, évidemment, je suppose que vous vous dites quel est le pourcentage de sécurité sociale? Est-ce que ça me coûte moins cher d'engager un travailleur en Espagne plutôt qu'en Belgique? J'y viens tout de suite. Effectivement, c'est, et vous le voyez immédiatement, moins cher d'engager du personnel en Espagne que de l'engager en Belgique. Vous voyez tout de suite qu'en Espagne, vous avez des pourcentages différents selon qu'on est en présence d'un contrat à durée indéterminé ou d'un contrat à durée déterminée, ce qui n'est pas le cas en Belgique. Vous voyez que c'est plus cher de prendre quelqu'un avec un contrat à durée déterminée plutôt qu'un contrat à durée indéterminée. L'objectif étant clair, on veut essayer de fournir des emplois qui ne soient pas précaires et donc c'est pour ça que on favorise la conclusion des contrats à durée indéterminée par le biais de cotisations qui sont moins importantes. Vous voyez les cotisations personnelles. En Belgique, c'est 13,07% et en Espagne, on est à 6,35 pour un CDI et à 6,40 pour un CDD. Au niveau des cotisations patronales, donc c'est celles qui viennent au-delà donc du salaire brut, on est à environ 32% en Belgique contre 29,9 pour un CDI en Espagne et 31,10 pour un CDD. En Espagne, il faut mettre à part tout ce qui est accident du travail, puisque là, évidemment, comme en Belgique, tout ça va être lié aux risques liés à l'activité de l'entreprise. Alors, la grosse différence, surtout entre la Belgique et l'Espagne, c'est que en Belgique, vous le savez tous, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur le brut à 100%, quel que soit celui-ci. Par contre, en Espagne, les cotisations de sécurité sociale sont calculées selon des plafonds. Et vous avez en fait des plafonds différents selon qu'on est en présence vous avez des plafonds maximum, pardon, et des plafonds minimum. Alors, je crois que j'ai fait une inversion des slides que je voulais vous présenter. Donc, je vais passer à celui-là, puis je reviendrai en arrière. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donc, vous avez un plafond maximum et une base minimum. Donc, la personne qui gagne un salaire brut supérieur au plafond maximum bien, aura ses cotisations calculées sur ce plafond. Si par contre le salaire n'atteint pas la base minimum, les cotisations seront quand même calculées sur la base minimum qui est prévue. Alors, en 2017, en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le travailleur, je vous en avais fait référence avant, ça doit être précisé dans le contrat ou bien la description de ses fonctions pour permettre justement de savoir quel est le pourcentage de sécurité sociale et quel est le plafond que l'on va appliquer. Le plafond est fixé par mois pour les catégories 1 à 7, 3 751,20 €. Pour les catégories professionnelles 8 à 11, on est à 125,04 €. Alors, ça, c'est pour les plafonds maximum. Je reviens au slide précédent. Pour le plafond pardon, je me fourvoie. Ici, vous avez le détail des cotisations de sécurité sociale en fonction donc du type de cotisation qui est visé. Ces pourcentages seront appliqués sur les plafonds minimum et maximum. Et les plafonds minimum, les voici. Ce sont donc des plafonds qui sont fixés par mois ou bien par jour et vous voyez qu'ils sont différents en fonction de la catégorie professionnelle
à laquelle le travailleur appartient. Donc, au plus la catégorie est importante, au plus le plafond est élevé. Donc ici, c'est les plafonds minimums sur lesquels la cotisation de sécurité sociale va se calculer. On termine avec les catégories 8 à 11, où là, vous avez plutôt les ouvriers et les manœuvres ou les travailleurs âgés de moins de 18 ans. Donc là, c'est la particularité très nette entre l'Espagne et la Belgique. En Espagne, on fait des calculs en fonction de la catégorie professionnelle. On a un plafond maximum et un plafond minimum pour le calcul de la sécurité sociale. Bon, maintenant, je vous ai parlé de la sécurité sociale. Bon, je m'excuse d'avoir un petit peu voyagé entre les différents slides. Je passe à la fiscalité. Alors, le but n'est pas ici de vous faire un grand état de la partie fiscale, mais de juste vous donner quelques informations. Alors, comme en Belgique, l'impôt sur le revenu en Espagne est progressif, donc on a des tranches et des taux d'imposition. Comme en Belgique, il est également retenu à la source, donc dans la paye au niveau de la rémunération. Alors, comme en Belgique, les personnes qui perçoivent des revenus en Espagne doivent rentrer une déclaration d'impôt. Alors, à la différence de la Belgique ici, par contre, on a des impôts à payer dès le premier euro gagné. Il n'y a pas de seuil d'exonération. Alors, toujours au niveau de cette déclaration des revenus, il faut la rentrer auprès des autorités fiscales ou bien auprès des banques partenaires de l'autorité fiscale. Et alors, une différence, c'est que certains salariés dont le revenu est inférieur à 22 000 euros annuels ne sont pas obligés de rentrer cette déclaration. Maintenant, comme il y a de toujours un impôt prélevé à la source, si ces travailleurs pensent que la retenue à la source a été trop élevée, au mieux qu'ils rentrent leur déclaration d'impôt pour éventuellement récupérer certains montants. Sinon, l'État espagnol ne va pas courir derrière ces travailleurs. Donc, voilà au niveau de la fiscalité. Alors, quels sont ces barèmes? On voit qu'on va d'un un pourcentage de taxation qui va de 20% à 47%. Donc, on est grosso modo dans des pourcentages assez similaires à ceux de la Belgique. Voilà, mais souvent moindre, la Belgique étant quand même malheureusement un pays assez gourmand en matière de taxation. Voilà, maintenant que j'ai abordé cet aspect de fiscalité, je vais passer au point suivant qui concerne les absences. Alors, il est bien entendu qu'en une demi-heure, je n'ai pas le temps d'envisager toutes les absences, donc je vais voir certaines absences, les principales. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. La première que j'aborde, c'est la plus classique, hein. Comme dans tout pays, l'Espagne a également des jours fériés durant lesquels, bien sûr, les travailleurs ne vont pas travailler, continuer à être rémunérés. Alors, en Espagne, les jours fériés ne peuvent dépasser 14 jours. Ils sont découpés en fait en 2 jours nationaux et 2 jours locaux. À la différence de la Belgique, si un jour férié survient durant un week-end, il est perdu. Il ne devra pas être remplacé par un autre jour d'activité. Alors, je vous ai dressé la liste des principaux jours que l'on rencontre en Espagne. C'est assez similaire à ceux de la Belgique. On peut noter une différence, par exemple, si janvier, l'Épiphanie n'est pas un jour férié en Belgique. Le 13 avril, le jeudi saint n'est pas un jour férié en Belgique, de même que le vendredi saint non plus. C'est encore un pays très catholique, hein, donc vous voyez qu'il y a pas mal de fêtes religieuses qui viennent en plus des jours que nous connaissons en Belgique. Après, on retrouve le 15 août comme en Belgique, le 1er novembre comme en Belgique. Ah, là, on a en Espagne en plus également le 8 décembre qui est la fête de l'Immaculée Conception, jour qui n'existe pas en Belgique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau des jours fériés. Je passe à l'absence suivante qui sont les congés payés. Bah oui, ça forcément, vous vous dites comment ça se passe en Espagne. En Belgique, c'est 4 semaines. En Espagne, vous voyez qu'on parle de 30 jours calendaires, 22 jours de travail. La différence en Espagne par rapport à la Belgique, c'est que ces jours de congé s'acquièrent au fur et à mesure des prestations. Ça fait l'objet en général d'un paiement extra en juillet, mais ça peut être inséré dans le salaire.
comme les jours de congé s'acquièrent au fur et à mesure des prestations, il n'y aura pas comme en Belgique une attestation de vacances. Au moment où le contrat se termine, si la personne n'a pas épuisé ses jours de congé auquel il avait droit sur base de ses prestations, ben, ils lui seront tout simplement payés. C'est quand même plus simple qu'en Belgique où on chipote, vu qu'on a un droit décalé, on preste une année, on a droit au congé les jours de l'année suivante, on a tout un système spécial qui n'est pas évidemment connu en Espagne. Je passe à l'absence suivante, la maladie. Alors, là aussi, on fait une petite comparaison, c'est assez différent, hein. Donc, c'est-à-dire qu'en Belgique, on avertit, on met un certificat médical, on a droit à un salaire garanti pendant 30 jours. Hein, bon, c'est la règle vraiment générale. Et puis après, on est pris en charge par la mutuelle. En Espagne, le travailleur doit se rendre au Public Health System pour obtenir un rapport médical. Il doit fournir ce rapport médical à son employeur dans les 3 jours. Alors, en Espagne, pendant 3 jours, on a une période de carence, donc pas de paiement ni de l'employeur ni de la sécurité sociale. Ensuite, le travailleur a droit à un pourcentage d'une base de calcul entre le 4e et le 20e jour, et puis à un autre pourcentage à compter du 21e jour. Alors, cette fameuse base de calcul, c'est déterminé en prenant en compte le salaire du mois antérieur, qui devient en fait le salaire de référence. Pendant combien de temps le travailleur a-t-il droit à des indemnités? C'est en général 1 an, donc 365 jours, mais il y a une extension possible de 180 jours. Alors, qui supporte en fait ce paiement? Qui paye ces fameux pourcentages dont je viens de vous parler? L'employeur, en tout cas entre le 4e et le 15e jour. Ensuite, tout ça est pris en charge par la sécurité sociale, soit l'INS, soit la mutuelle, qui vont donc verser les indemnités auxquelles le travailleur a droit. Donc, c'est un système assez différent d'une autre, puisque nous, on n'est pas du tout sur le même fonctionnement. Alors, l'absence suivante dont je voulais vous parler est la maternité. Alors, maternité, là, la travailleuse a droit à une indemnité de 100% de son salaire de référence qui est versée par l'INS, l'INSS, pardon, c'est aussi donc pris en charge par la sécurité sociale. La durée est de 16 semaines ininterrompues. La durée du congé de maternité peut être prolongée pour plusieurs raisons, donc en cas de naissance multiple, en cas de handicap de l'enfant ou en cas d'hospitalisation de celui-ci. Donc ça, c'est assez similaire à la Belgique. Alors, contrairement à la Belgique, c'est les mamans qui vont organiser leur absence, donc prendre un peu plus avant l'accouchement ou un peu plus après. Mais en tout cas, elles ont l'obligation d'être en congé au moins pendant une période de 6 semaines consécutives après la naissance. Donc ça, c'est différent puisqu'en Belgique, c'est après la naissance 9 semaines et on organise un peu plus ou moins aussi ça comme on veut à partir du moment où on prend les 9 semaines après l'accouchement et pour autant, bien sûr, qu'on n'ait pas été absent dans les semaines qui précèdent. Voilà, j'ai abordé avec vous pas beaucoup d'absence parce qu'on n'a pas le temps d'en faire plus. Je vais passer au point suivant qui est relatif au package salarial. Je vais vraiment voir ça de manière brève. Il faut savoir en Espagne qu'il y a un salaire minimum. Donc ça, c'est comme en Belgique. Vous avez un salaire minimum national, mais il faut aussi toujours se référer aux conventions collectives de travail pour voir ce qui est prévu au niveau du secteur. Alors, vous avez ici tout de suite une petite comparaison que vous voyez directement que le salaire minimum espagnol n'a en rien, n'a en nul rapport avec celui de la Belgique. Il est quasiment 2 fois inférieur. Donc, forcément, ça coûte moins cher d'engager quelqu'un en Espagne par rapport à la Belgique. Alors, qu'est-ce qu'il est monnaie courante de donner comme avantage en nature en Espagne? Une mutuelle pour avoir un accès à des soins de santé privés plus importants, des tickets restaurants comme en Belgique, des tickets de garderie pour financer les frais de garderie, des cartes de transport et un téléphone portable. Ça, ce sont vraiment les avantages les plus courants. Donc là aussi, faites-vous conseiller, car en fonction du profil que vous allez engager, il faudra évidemment voir ce que vous allez proposer pour que le travailleur soit plus efficace pour votre entreprise. J'aborde déjà le point numéro 7 de mon exposé. Je vois que le temps file et qu'il ne me reste déjà plus beaucoup de temps à passer avec vous. La fin du contrat de travail. Alors, plusieurs façons de mettre fin au contrat de travail. Un accord mutuel entre les parties, comme en Belgique. L'expiration du terme
convenu quand on est en présence d'un contrat à durée déterminée, la démission de l'employé, tout le monde a aussi le droit de quitter son employeur, un licenciement, pourriez aussi avoir la mort ou l'incapacité de travail permanente du travailleur, ou bien avoir une fin de contrat par l'employé pour manquement de l'employeur. C'est un peu plus rare, mais ça peut arriver. Alors, au niveau du licenciement, je voulais juste voir avec vous et vous dire qu'en Espagne, vous pourriez être confronté à un licenciement dit objectif, dit collectif ou dit disciplinaire. Alors, le licenciement objectif, c'est le licenciement le plus courant puisque c'est le licenciement qui est accepté et qui est en fait contraire au licenciement disciplinaire. Le licenciement disciplinaire est celui qui est le licenciement pour faute grave. Donc, évidemment, ça ne survient pas de la façon la plus courante. Le licenciement collectif peut s'apparenter au licenciement objectif, mais va concerner plusieurs travailleurs en même temps. Donc, a priori, si vous décidez de licencier, vous serez plutôt dans le cas du licenciement objectif, donc pour raisons économiques, pour raisons techniques, pour raisons organisationnelles, pour force majeure, pour raisons liées à l'inaptitude de l'employé ou à des problèmes d'adaptation de celui-ci. Donc, c'est uniquement ce type de licenciement que je vais détailler maintenant. Quelle est la procédure ou quelles sont les procédures que devez-vous faire en tant qu'employeur si vous voulez procéder à un licenciement pour raison objective? D'abord, vous devez absolument notifier votre licenciement par écrit. Un recommandé n'est pas précisé, mais utilisez les moyens et une preuve de votre envoi. Et vous devez préciser dans la lettre de rupture le motif de licenciement et la date de celui-ci. Ensuite, vous devez savoir que vous devrez indemniser le travailleur à hauteur de 20 jours par année d'ancienneté avec un maximum de 12 mois. Il faudra que celui-ci preste un préavis de 15 jours et il pourra, comme en Belgique, s'absenter pendant quelques heures par semaine au cours de ce préavis pour rechercher un nouvel emploi. Il faut savoir qu'en Espagne, le délai de contestation pour si le travailleur n'est pas d'accord sur son licenciement n'est que de 20 jours. Donc, c'est très, très court. 20 jours à compter de la fin effective de son contrat. Donc, après les 15 jours de préavis, en Belgique, c'est quand même un an. Donc, c'est pas très contraignant, mais faites-le correctement parce que sinon, vous risquez fort de devoir justifier de votre prise de décision devant les cours et tribunaux. Alors, que se passe-t-il si vous avez fait un licenciement sans cause réelle et sérieuse? Donc, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que votre licenciement est objectif. Vous pourriez devoir, dans ce cas-là, payer une indemnisation qui peut aller jusqu'à 33 jours de salaire par année travaillée, avec un maximum de 24 mensualités, donc 2 ans. Si votre entreprise est considérée comme étant en difficulté, cette indemnité sera limitée à 20 jours. Voilà, donc là, je vous ai dit, hein, donc fin du contrat, on a vu la procédure classique. Bien, je suis déjà arrivée à la fin de ce webinaire. Si maintenant vous avez l'intention de démarrer une activité en Espagne ou bien vous y êtes déjà présent mais vous avez des questions et vous souhaitez en fait avoir une réponse à celle-ci, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe internationale se tient à votre disposition. Je vous ai mis ici les coordonnées de notre nouveau Sales Account exécutif international qui s'appelle Koen Stevens. N'hésitez pas à le contacter ou à me recontacter pour qu'on puisse voir un petit peu ce que l'on peut mettre en place si vous souhaitez démarrer votre activité en Espagne. Voilà, moi je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.